La Pologne a traversé des décennies difficiles, occupée, fracturée, reconstruite. Dans les années 70 et 80, c'est par le football qu'elle a su exister. Une sélection brillante, au sommet des JO 72 et proche du rêve lors de 2 Coupes du Monde. Un peuple qui trouvait en elle sa fierté et du souffle pour faire vaciller le régime communiste. Avec Solidarność, ce mouvement ouvrier est devenu symbole de résistance qui allait changer l'histoire du pays. Aujourd'hui, la Pologne est en croissance, stable, fière de ses progrès. Pourtant, sur le terrain, le football peine à suivre. La passion est là, mais les résultats, eux, ne viennent pas. Comme si le pays avait avancé sans que son football ne parvienne au bout de sa révolution. Bonjour à tous et très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Dans la continuité de la série consacrée aux différents pays, j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui sur un État fort, passionné, mais paradoxal. La Pologne. Un pays où le football est profondément ancré dans la culture populaire, où les tribunes vibrent, mais où les résultats sont plus que mitigés. Et pourtant, on parle ici d'un pays qui compte aujourd'hui 38 millions d'habitants, qui s'est relevé économiquement, modernisé et stabilisé. Alors comment expliquer ce décalage? Pourquoi ce si grand pays d'Europe n'arrive-t-il pas à faire décoller durablement ni sa sélection, ni son championnat? À travers l'histoire du pays, les belles années 70-80, la figure Lewandowski, l'état actuel du football local et les projets à venir, on va tenter de comprendre ce qui freine aujourd'hui le football polonais. Et je vous propose donc directement de commencer par la partie histoire et surtout les années glorieuses des Aigles. Allez, c'est parti! Dans les années 1970 et 1980, le pays connaît son âge d'or footballistique. Une génération de joueurs brillants, guidés par un entraîneur marquant, qui hisse le pays au sommet du football mondial. Meurtri par la Seconde Guerre mondiale et étouffé par l'occupation, le pays s'exprime librement sur les pelouses vertes du monde. Tout commence aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich. La Pologne décroche la médaille d'or en battant la Hongrie, alors tenante du titre, en finale 2-1, grâce notamment au doublé de la légende Kazimierz Dejna. 2 ans plus tard, c'est à la Coupe du Monde 1974 que la Pologne écrit peut-être sa plus belle page. En phase de groupe, elle bat l'Argentine et l'Italie. Son football est vertical, rapide, désinhibé. Grzegorz Lato termine meilleur buteur du tournoi avec 7 buts, bien alimenté par l'élégant Dejna. Mais il s'incline en demi-finale contre l'Allemagne de l'Ouest à Francfort. Surnommé le match d'eau, après le passage d'une pluie torrentielle et malgré une pelouse inondée, la rencontre est maintenue. Les Polonais sont obligés de s'asseoir sur leur vitesse et sur leurs rêves. Une défaite 1-0 sur un but de Gerd Müller. La sensation d'avoir raté l'occasion d'une vie restera longtemps dans les mémoires. La Pologne terminera quand même 3e de cette compétition en battant le Brésil de Jairzinho 1-0. Puis avec l'arrivée d'une nouvelle génération, avec un autre joueur emblématique, Boniek, la Pologne ira chercher une médaille d'argent lors des JO 1976 et à nouveau une 3e place à la Coupe du Monde 82, obtenue d'ailleurs face à l'équipe de France. Derrière cette génération dorée, un homme discret, méthodique, Kazimierz Górski, sélectionneur de 1971 à 1976. Charismatique, il incarnait le pragmatisme polonais. Auteur de plusieurs phrases qu'on pourrait qualifier de très simples, elles sont devenues cultes et reprises par les plus grands entraîneurs plus tard comme « Le football c'est un jeu simple, mais jouer simplement au football, c'est très difficile. Celui qui marque plus de buts gagne. » Des répliques peut-être parfois attribuées à de grands noms tels que Wenger ou Cruyff, mais qui étaient déjà utilisées par cet homme dans les années 70. Le football de club a aussi connu des années radieuses, sans avoir touché le Graal, mais tout de même avec le Górnik Zabrze qui avait atteint la finale de la Coupe des Coupes en 1970, perdu face à Manchester City. Le Widzew Łódź perdant la demi-finale de C1 en 1983 face à la Juve de Platini. Le Legia Varsovie, demi-finaliste de la C1 en 1970 aussi, ou encore perdant au même stade de la C2 en 1991. Après avoir donc atteint le sommet générationnel, la réalité a rattrapé la Pologne, avec notamment la fin des années 80, où le communisme s'essouffle, puis s'effondre. Et avec lui, c'est tout un système sportif qui disparaît. À l'instar de tous les pays du bloc soviétique, et notamment la Géorgie, dont on a pu en parler dans l'épisode qui apparaît juste ici, il faut tout reconstruire. La sélection nationale attendra même 16 ans avant de pouvoir regoûter à une nouvelle Coupe du Monde après celle de 1986. Après donc ce gros trou d'air, le football polonais connaît un retour progressif sous les projecteurs. Dès les années 2000, la sélection polonaise participe à nouveau aux grandes compétitions internationales. La Coupe du Monde 2002 évoquée juste avant,
puis celle de 2006, 2018 et 2022. Elle goûte enfin aussi au championnat d'Europe. Pourtant, ses présences sont souvent marquées par des déceptions et des éliminations bien trop précoces. Au cœur de cette période se dessine le parcours exceptionnel de Robert Lewandowski, symbole paradoxal du football polonais moderne. Au début de sa carrière, il va se retrouver un peu par hasard en 3e division à l'âge de 18 ans, au Znicz Pruszków. Et c'est seulement en 2008 que l'attaquant débutera en première division avec le Lech Poznań, qui le recrute pour 350 000 € suite à une belle saison en D2. Très vite, il montre son immense talent et très rapidement la structure du championnat polonais devient étriquée pour lui. Le départ pour Dortmund en 2010 est finalement le schéma récurrent. Les meilleurs talents polonais quittent rapidement leur pays pour progresser à l'étranger, faute de moyens locaux suffisants pour les retenir ou les faire éclore pleinement. Et vous apprécierez bien évidemment l'incroyable look de Jürgen Klopp sur cette photo. Carrière exceptionnelle au Bayern, puis maintenant au Barça, Lewandowski reste une exception rare. Un joueur polonais devenu une star immense qui sera élevé au statut de légende de ce sport. Sa réussite, il la doit beaucoup à lui-même, à son abnégation, son mental, chose que peu de joueurs polonais sont capables de reproduire. Et Johan de Ma Ekstraklasa, que j'ai pu solliciter pour pouvoir apprendre des choses sur le football local, en parle très bien quand il me dit que selon lui, les structures d'accompagnement et de formation restent encore très décevantes à ce jour dans le pays. La carrière de Lewandowski est un modèle de réussite individuelle, mais aussi un témoignage des failles du système polonais. Le constat est préoccupant. Les clubs polonais peinent à proposer un parcours professionnel aux jeunes joueurs, que ce soit en termes d'infrastructure, de l'accompagnement et de la formation. Le manque de centres d'entraînement à la hauteur et de personnel qualifié bride la capacité à produire des talents comparables à celui de Robert Lewandowski. Pour comprendre davantage la situation du football dans le pays, il est important de se pencher dans le championnat local et de tout ce qui l'entoure. Il faut savoir qu'il existe encore aujourd'hui énormément de disparités budgétaires au sein du championnat polonais. Un club comme le Legia Varsovie va avoir une enveloppe annuelle estimée à environ 70 millions d'euros. Mais la plupart des clubs polonais vont tourner entre 5 à 10 millions d'euros par an, voire même moins pour certains promus. Pour autant, le Legia n'est pas un bon exemple à suivre, selon Johan encore une fois. Malgré ses ressources, son modèle reste très court-termiste, centré principalement sur les résultats immédiats. Aucun projet de développement solide à moyen ou long terme n'a réellement été installé, et cette logique est reproduite à l'échelle de la Ligue. On privilégie des résultats rapides, souvent au prix de décisions instables, de changements fréquents d'entraîneurs et d'une vision courte. Dans ce système, de nombreux clubs choisissent de faire venir des joueurs étrangers, mais ce qui n'élève pas forcément le niveau de la ligue. La plupart sont des profils de seconde, voire troisième zone, recrutés sans stratégie claire. Et ces joueurs peuvent être parfois surpayés au regard de leur rendement. Certains peuvent même approcher du million d'euros annuel en termes de salaire. Or, la moyenne en Ekstraklasa tourne aux alentours de 100-120 000 € bruts par an, ce qui est finalement très loin des standards européens. Et ce décalage crée un effet pervers, car d'un côté les salaires sont trop bas pour pouvoir attirer les joueurs d'un niveau supérieur, comme le font les clubs en Turquie, en Belgique ou en Grèce, et de l'autre côté ils sont trop élevés par rapport à la qualité des joueurs qui viennent, ce qui plombe du coup la masse salariale des clubs, qui s'empêchent derrière d'investir ailleurs, comme par exemple dans la formation. Et cette logique marginalise les jeunes joueurs locaux, souvent poussés vers la sortie ou relégués sur le banc. Faute d'opportunités de plan de carrière en Pologne, ils partent très tôt à l'étranger, parfois même sans être prêts. Et les résultats des clubs sur la scène européenne sont à l'image de cette stagnation, malgré 2 quarts de finalistes polonais en Conference League cette saison avec le Legia et le Jagiellonia Białystok. Mais c'est à peu près tout sur les 5 dernières saisons. Aucun club polonais n'a joué les phases finales de Ligue des Champions depuis l'année 2016-2017. Conséquence directe, la Pologne se trimballe à la 15e place du classement UEFA, derrière des nations comme la Suisse, l'Autriche ou la République tchèque, et loin derrière le Portugal ou la Belgique. Ce manque de résultats affaiblit tout le système, avec moins d'argent versé par l'UEFA, moins d'exposition, moins de valeur marchande pour les joueurs, et donc une attractivité en berne. En résumé, le championnat polonais est pris dans un cercle vicieux, budget déséquilibré, salaire mal calibré, projet à court terme, formation délaissée et résultats européens absents. Cependant, tout n'est pas à jeter. Le football polonais avance, lentement mais sûrement. Après des années de gestion fébrile, d'errance,
les premiers signes d'un renouveau apparaissent. Les droits TV sont en hausse, de manière timide mais notable, surtout si l'on doit se comparer par rapport aux autres pays européens qui pour la plupart ont connu une sacrée baisse en sortie de Covid, et je ne parle même pas de la situation française. Le contrat signé avec Canal+ Pologne prévoit désormais 325 millions de zloty par an, soit l'équivalent de 75 millions d'euros, contre 250 millions auparavant, soit une progression de 30%, un souffle nouveau pour un championnat en quête de crédibilité. Avec 3 millions d'abonnés à Canal+ Pologne, c'est désormais une large base de fans qui a accès au championnat. L'abonnement coûte aux alentours de 20 € pour une offre élargie, et même si celle-ci ne comporte pas exclusivement du sportif, on peut présager une augmentation possible des droits TV dans les années à venir si l'intérêt sportif augmente. Et cet intérêt passe aussi par ce qui se passe dans les stades. Notons que les infrastructures post-Euro 2012 sont modernes, mais souvent trop grandes pour leur public. La moyenne d'affluence tourne autour de 12 à 14 000 spectateurs par match, alors que beaucoup de stades dépassent les 30 000 places. Le taux de remplissage national peine à atteindre les 35%. Et seuls les grands derbys comme le Lech Legia attirent les foules, jusqu'à 40 000 personnes. En dehors de ces chocs, les tribunes sonnent un peu creux. Pourtant, dans ces tribunes, il y a du feu. Les ultra-polonais sont parmi les plus fervents d'Europe. Créatifs, vibrants, ils chantent. Mais ils divisent aussi. Ce spectacle visuel attire les passionnés, mais rebute un public plus familial. Le mouvement ultra-polonais reste souvent conservateur, politisé, à l'image d'un pays tiraillé entre ses traditions et l'Europe actuelle. Un symbole est fort. Karol Nawrocki, qui sera le nouveau président du pays à partir du mois d'août, est lui-même un ancien ultra du Lechia Gdańsk. Concernant le spectacle sportif sur le rectangle vert, la fédération polonaise s'active pour l'améliorer. En 2024, elle a signé une lettre d'intention avec Double Pass, société belge experte qui vise à relever le niveau de formation, l'organisation d'académies de clubs et le soutien aux clubs de développement de talent. Ce système a déjà été mis en place en Bundesliga par exemple. Un autre plan stratégique 2026-2030 de la Fédération polonaise de football a été lancé et qui accorde une priorité au développement de la formation via le nouveau centre technique de Tłok avec une livraison prévue en 2027 pour un montant de 88 millions d'euros cofinancé par l'État. Le but, structurer enfin ce qui n'a jamais été structuré, mettre de l'ordre, détecter, former, créer un vivier. Mais pendant que les clubs s'organisent, la sélection nationale a l'air de piétiner. L'après Lewandowski, déjà bien peu soutenu, semble avoir du mal à se dessiner. Les jeunes ne performent pas et surtout ne semblent pas avoir la mentalité adéquate pour réussir au plus haut niveau, ce qui agace une partie des amoureux du football polonais. Alors quoi en penser? Que la Pologne est assurément un pays de foot, un peuple de travailleurs, passionnés, vibrants. Un pays de 38 millions d'habitants qui aime le sport de manière générale et le football en particulier, malgré le fait qu'il manque depuis bien trop longtemps d'une ossature. Oui, la Pologne est un géant populaire, mais encore pour le moment, un instructurel. Et c'est ce paradoxe-là entre puissance potentielle et faiblesse organisée qui résume aujourd'hui l'état du football polonais. Et c'est donc sur ce constat qu'on termine ce sujet. J'aimerais avant toute chose remercier Johan et toute l'équipe d'Oma Ekstraklasa pour le temps accordé. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller checker leur travail remarquable sur leur site internet ainsi que sur les différentes plateformes, que ça soit Twitter, les podcasts, YouTube. Dans tous les cas, vous trouverez tous les liens sur la description de cette vidéo juste en dessous. Et je tenais aussi donc à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, d'avoir liké, si ce n'est pas encore fait, faites-le s'il vous plaît, abonnez-vous, on est en route pour les 1000 abonnés, c'est super important pour la suite de cette chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et que le foot soit avec vous. Ciao!